tonga mokili ekobaluka lobi na tonga mokili ekoningana lobi na tonga mokili ekozibwana lobi na tonga mokili ekobaluka lobi na tonga mokili ekoningana lobi na tonga mokili ekozibwana mama merengwela merengwe 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 C'est rare de voir une femme parmi nous. J'ai failli dire monsieur au lieu de dire madame, mademoiselle de messieurs. Très chers compatriotes, le Parti national congolais vous remercie d'avoir répondu à cette invitation et d'être dans cette salle pour débattre de la question brûlante du moment. Dans notre pays, comme vous le suivez tous, peut-être dans l'actualité, les gens se posent plusieurs questions. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Il nous reste 5 jours donc, d'ici le 30, pour qu'on sache si il y aura fin de la transition ou pas. À quelques jours donc de la fin de la fameuse transition, née des accords de Sun City, ici en Afrique du Sud, l'inquiétude générale s'installe dans notre pays. Et cela, malgré l'enthousiasme qu'affiche la grande majorité de la population de chez nous, une population que vous savez qui est fatiguée, paupérisée et presque ignorantisée à la moelle épinière, qui lui balance l'espoir que les élections vont nous amener une délivrance immédiate aux problèmes qui nous affectent au quotidien. Très chers compatriotes, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a actuellement au pays deux camps qui se dressent l'un contre l'autre. Donc il y a de l'antagonisme. Le premier camp qui a toujours été là, depuis la signature des accords de Sun City, ce premier camp craint de perdre ses avantages du système mafieux, du parti du président que vous connaissez, qui se fait appeler au Congo Joseph Kabila, le parti PPRD. Ce camp campe sur soi-même et presse la population congolaise, sans doute avec l'aide de la communauté internationale, d'aller vite aux élections sans qu'il y ait de concertation au préalable. Et ce camp-là se reconnaît sous le leadership du mercenaire rwandais au Congo. Je cite Hippolyte Kajambere Kanambe, celui qui se fait appeler au Congo Joseph Kabila. Le second camp en appelle au dialogue avant d'aller aux élections. Sans doute, il se réfère à un document historique. On l'appelle historique parce que ça rentre réellement dans l'histoire. Le document qui a été signé à Sun City, avec le matin à Pretoria, qui c'est le mois d'avril. Là, c'est le groupe d'une classe, on appelle le RENACO, donc le regroupement des nationalistes congolais, qui a été impulsé grâce à une requête déposée par 11 ou 13 candidats aux élections présidentielles. Ces gens ont demandé qu'il y ait d'abord concertation. Ils ont exigé ces concertations
Et ayant plusieurs formations politiques, ces gens, n'est-ce pas, c'est le groupe sous 3 grandes formations politiques au pays. Il y a d'abord le MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo. Il y a les FONUS du tout bouillard Joseph Olengakoy et les grands partis d'Étienne Tshisekedi Ouamoulouba, que nous tous nous connaissons depuis que nous fûmes des enfants. Au moins nous qui étions à l'époque à l'université, nous étions emballés par son charisme et l'idéal qu'il a suscité dans nous. Donc il y a ces 3 grandes formations majeures qui exigent qu'il y ait d'abord des concertations avant de passer à l'autre virage. Le virage est tellement dangereux, il y a problème, il y a gravité, et il demande qu'il y ait réellement des concertations. Alors, sans pour autant faire l'avocat de ces formations politiques, chez nous au PNC, nous estimons cependant que la démarche du deuxième camp, donc celui qui se regroupe derrière Jean-Pierre Bemba, Joseph Olengakoy et Tshisekedi, chez nous, dans notre parti, et nous estimons qu'il est justifiable et normal pour la simple raison qu'en politique, vous savez, tout doit se discuter. Et c'est un simple principe de logique et peut-être de bon sens. Parce qu'on ne peut pas gérer le pays seul. Proposer le dialogue ne signifie pas refuser ou rejeter les élections. Du moins pour tous ceux-là qui veulent les élections, parce que le Parti national congolais que nous représentons et au nom duquel nous parlons, là j'avais fait partie du processus de la transition, moins encore des élections. Du moins pour ceux-là qui veulent aller aux élections, donc je sais que c'est le groupe derrière, c'est de dire, bon, les noms viennent d'être cités, ont raison, n'est-ce pas, de demander un dialogue. Nous le soutenons. Parce que nous savons que sans dialogue, il n'y a pas de démocratie dans un pays. Et si le président Joseph Kabila, entre guillemets, se dit démocrate, il doit privilégier la tenue, n'est-ce pas, de ces concertations. Donc le premier camp, celui de Joseph Kabila, réellement refuse. Mais nous savons qu'en dernière minute, depuis avant-hier, n'est-ce pas, la nouvelle qui nous est arrivée est qu'ils ont fini par rejoindre le camp de la majorité. Donc tout le monde se rallie maintenant au deuxième camp, qu'il faut qu'on aille, n'est-ce pas, afin que les concertations aient lieu, afin de pouvoir baliser les chemins avant qu'il y ait élection. Mais il y a confusion, et il y aura confusion. Vous devez vous rappeler que tous ceux-là qui aujourd'hui réclament la tenue des concertations, il y a une minorité sans doute qui ne faisait pas partie. Tous ceux-là qui réclament la tenue des concertations étaient tous signataires de l'accord lacunaire de Sun City. Tout cela, je vais dire donc, pour juste en citer un cas de figure, le leader maxime de l'IDPS, M. Etienne Tshisekedi, on n'a rien contre lui. Il y avait Franck Diongo, et tout ce monde-là, même les Olengakoy, tous avaient signé cet accord. Et ce qui est blessant est que la plupart de ces gens, ce sont des intellectuels, il y a des docteurs en droit, il y a des docteurs en ceci et cela, qui ont signé l'accord de Sun City. L'accord de Sun City est tributaire du protocole de Lusaka. Certains parmi les membres du PNC étaient à Lusaka. Le protocole de Lusaka était un protocole de capitulation
de la République démocratique du Congo. On a capitulé dans quel sens? Le Congo est un membre de l'Organisation des Nations Unies. Le Congo paye ses cotisations comme tous les autres pays du monde. Quand vous lisez la charte des Nations Unies et des conseils de sécurité surtout, il y a l'article, je crois, 1, 2, 3. Cet article dit ceci. Quand un pays membre de l'ONU est attaqué, il faut que l'organisation internationale des Nations Unies exige le retrait immédiat et inconditionnel des pays agresseurs. Quand on a amené feu Laurent Kabila à Lusaka, il y avait des représentants des Nations Unies et donc du Conseil de sécurité. Ils n'ont pas tenu compte de cela. On n'a jamais condamné l'agression du Congo, alors qu'on savait très bien qu'il y avait agression. On n'a jamais demandé au Rwanda et au Burundi et à l'Ouganda de quitter le pays, alors qu'il y avait agression. On a donc signé une capitulation. On a accepté que le Congo soit occupé, soit agressé, et que les négociations qui devaient continuer devaient être juste la conclusion de l'émiettement du territoire congolais. On a donc quitté Lusaka. Il y avait des tentatives d'aller à Madagascar. On est allé en Éthiopie, pour ceux-là qui suivent l'actualité. Ça n'a pas marché en Éthiopie. On est venu à Gaborone. Et après Gaborone, l'embouchure a été Sun City. Donc l'Afrique du Sud qui a juste récupéré une situation qui pourrissait totalement. Et vous vous rappelez de celui qui était le président de ce qu'ils ont appelé la conférence ou le dialogue intercongolais, l'ancien président botswanais, c'est Ket Bassiré, qui était le président de tout ce qui s'était passé. Mais vous savez très bien que la conférence, les dialogues intercongolais n'étaient pas vraiment un dialogue congolais. Parce que c'était une rencontre qui n'était pas seulement axée sur le Congo, mais c'était axé sur le partage du Congo, une partie du Congo qui devait aller, n'est-ce pas, vers les pays agresseurs. Ceux qui ont participé à ce dialogue, à part les Congolais, il y avait plein de Rwandais, plein d'Ougandais, plein de Burundais et consorts. On ne pouvait donc pas, en termes linguistiques, parler d'une conférence intercongolaise parce que ce ne sont pas les Congolais qui discutaient entre eux. Il y avait aussi les problèmes du cadre. Valait-il vraiment venir au niveau de l'Afrique du Sud pour parler de la question du Congo comme si au Congo on manquait des salles où l'on devait se rencontrer? Le palais du peuple que les Chinois nous ont laissé pouvait abriter ça? Qu'est-ce qu'on était venu faire à Sun City? Ces cadres-là, où il y avait la prostitution. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui allaient là. C'était de la racaille. Tout le monde donc, qui était là n'était pas congolais. C'était un dialogue international. Et les Congolais qui étaient, c'était juste une bande de traîtres. Alors, ceux-là qui veulent aller aux élections, ce sont des gens qui refusent qu'on fasse une remise en question de ce qu'a été le bilan de la transition. Quand on a des affaires en charge de l'État ou d'une entreprise, avant de quitter, avant de démissionner, avant de faire une remise et reprise, je pense, selon le droit administratif, il faut quand même qu'il y ait une interrogation, que celui qui doit prendre la chose en main se pose. Les 5 ans que M. Joseph
Kabila a passé au pays avec la formule monstrueuse de 1 plus 4 a été catastrophique et désastreuse. Perdre tout ce qui se passe au pays. Où le pays est totalement trahi. Je vais vous en citer quelques exemples. On nous parle, par exemple, des investissements et de la globalisation au Congo. Et qu'il y a beaucoup de partenaires qui viennent. Quels sont ces partenaires? Les partenaires du gouvernement actuel obtiennent des marchés au Congo à l'absence d'appel d'offres. Et pourtant au Congo, enfin partout à travers le monde, l'appel d'offres, c'est les créneaux logiques à travers lesquels quelqu'un peut obtenir le marché. Parmi vous, par exemple, je pense, il y a des gens qui proviennent du Kasaï. Au Kasaï, on interdit même aux gens, certains gens, d'aller se laver dans la rivière Kasaï et d'autres rivières telles que la rivière Lubilanje. On interdit même aux gens de prendre du sable plus près des rivières pour construire leur maison. Tout simplement parce qu'on a dit, écoutez, ce tronçon de rivière est déjà acheté par quelqu'un. Et cette terre-là est déjà achetée par quelqu'un. Mais s'il y a des minerais là-bas, pourquoi ne pas passer par les appels d'offres qui est le créneau logique et commercialement acceptable? Mais tout cela se passe dans le cercle présidentiel où l'on octroie les marchés à leurs propres amis. Alors, ça se passe donc en dehors du circuit gouvernemental, si le gouvernement y est. Les partenaires sont presque inconnus par le peuple et ce sont des grands amis de tous les oripeaux du gouvernement. L'État congolais ne profite presque rien de tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que les Congolais profitent de la globalisation, de la mondialisation, si ce n'est qu'une privatisation presque sauvage et inhumaine? Pour rappeler pour ceux-là qui suivent l'actualité, pour prouver un cas de figure, que je pense que la Banque mondiale aurait octroyé une grosse somme d'argent à la transition. Et on a justifié 17 millions de dollars juste pour l'ameublement du bureau du président Kabila. 17 millions de dollars. Alors que les enseignants ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés, les médecins sont en grève. Que dire de l'ONATRA et de beaucoup de sociétés étatiques si elles existent encore? Mais la présidence a dépensé parce qu'il y a des preuves. Sans doute quelqu'un d'autre va me dire, écoutez, où sont ces papiers là-bas? Écoutez, on ne parle pas dans le vide. Et il y a ces preuves là-bas. 17 millions de dollars ont été dépensés pour ameubler les bureaux du président. Prochaine marque, sûrement, ces 17 millions de dollars ont été dépensés pour cet ameublement. Quel genre de chaises? Même les chaises de Louis XIV, je ne pense pas que ça coûte si cher comme ça. Alors, les gens demandent quand même qu'il y ait une remise en question, une requalification de la transition, qu'on sache qui a fait quoi pendant cette période de transition. Il y a eu des violations des droits de l'homme tellement grossières qu'on veut aller aux élections pour tout simplement dédouaner tous les malfaiteurs, tous les seigneurs de guerre, et qu'on ne dise absolument rien. Nous devons aller loyalement aux élections et que cela se passe comme un fait de prince. On a décidé, allons aux élections et que personne ne dise rien. Alors, la machine médiatique des forces du mal se vertit ces derniers temps à présenter les élections en perspective comme étant les seules élections qui ont-ils lié en RDC. Alors que, pour rafraîchir la mémoire, en réalité, il y a eu plusieurs élections ou plusieurs faits référendaires chez nous au pays. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, vous me permettez de lire ceci, je ne vais pas prendre trop de temps ici. Du 11 au 25 mai 1960, il y a eu premières élections générales libres et transparentes sous l'administration coloniale qui dotèrent les pays des institutions démocratiques, tant au niveau national que dans toutes les 6 provinces du Congo belge qui existaient à l'époque. Entre avril et mai 1965, il y a eu 2e élections libres, démocratiques et transparentes organisées par le gouvernement du salut public.
et chapeauté par un parti qu'on appelait CONACO, Convention nationale congolaise, je pense de Moïse Tchombe. Alors, les nouvelles élections étaient, n'est-ce pas, destinées à continuer le processus démocratique instauré à l'époque par les leaders de l'indépendance en 1960. Et vous savez, quand Mobutu est arrivé, le 24 novembre, il a fait son coup d'État. Et malgré les manières tant antidémocratiques des élections qu'il organisait, il a quand même organisé des élections en 1970, 77, 1989, où il présentait son côté vert, il parlait de voter vert, et l'opposition qu'on ne connaissait pas de nom était représentée en billet rouge, vous vous rappelez? C'était quand même des élections. Mais ces derniers temps, mon Dieu, tous les médias du monde sont mobilisés pour faire ancrer dans la tête de l'homme congolais, et surtout de la génération actuelle qui est presque ignorantisée, qu'il n'y a jamais eu des élections. On utilise un euphémisme en disant, écoutez, 40 years, the first elections in 40 years. Bon, 40 years. Mais ça fait 46 ans presque que nous sommes indépendants. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas parler de ces 6 ans? Il y a eu quelque chose pendant ces 6 ans. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas parler de la période de Mobutu? Qui nous dit que ce qui s'est passé en Afrique du Sud, juste pour prendre un cas d'espèce, les élections étaient librement démocratiques et transparentes, quand nous savons qu'à l'époque, son Excellence, Mobutu Boutelesi avait réclamé chez lui, il y avait une coupure d'électricité où on n'avait pas compté des bulletins de vote. Et directement, l'ANC est allé à la radio et à la télévision pour dire, bon, ça a été, à la majorité écrasante, l'ANC a passé les élections. Est-ce que c'était normal? Bon, mais chez nous, on ne veut pas parler des élections qui ont existé à l'époque. On voudrait nous faire savoir que ce qui arrive, ce sont les premières élections. Les 6 ans n'ont pas existé. Mobutu n'a pas existé. Mobutu avait ses défauts, ça nous savons. Très bien. Donc, la tentative actuelle d'organiser les élections ressemble à ce qu'il était à l'époque avec Mobutu. Mobutu étant trop jeune, on l'a piqué, il a été recruté comme étant informateur de la sécurité internationale. Très jeune, il a fait son coup d'État, court-circuitant donc le processus démocratique qui avait existé à l'époque, jusqu'à ce qu'il a régné pendant 32 ans, si pas 34 ans. Il était jeune, et il n'avait pas d'expérience politique, mais quelque part, il a fini, n'est-ce pas, par être un homme très charismatique pour reconnaître quand même ce que Mobutu a été à l'époque. Si vous comparez cette époque d'obscurantisme de Mobutu, ça n'a pas de différence avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec le mercenaire rwandais Hippolyte Kajambere Ganambe, qui se fait appeler Joseph Kabila. Il a été recruté, il est trop jeune, et là où le bas blesse, il n'est pas congolais. Voilà, on le met là-bas. C'est la même procédure. Pouf, on voudrait aller aux élections. On ne veut pas qu'on parle du passé. On n'a pas voulu parler du passé, comment Lumumba est mort, comment les autres, ses amis, ont été exécutés, comment les Lubaya ont été exécutés. On ne veut pas qu'on parle de ça. Après 40 ans, la machine occidentale s'est dit, bon, ils ont déjà tout oublié, tournons maintenant des films sur la mort de Mobutu. Et je pense que tout le monde a presque ce film dans sa maison. On nous amène maintenant les films de Mobutu, comment il est, enfin de Lumumba, comment il est mort, parce que Mobutu venait de mourir. Vous devez savoir que l'Occident nous amène encore vers le même cycle. Nous risquons de passer encore 30 ans ou 35 ans. 30 ans ou 35 ans, parce que le jeune qui est là est vraiment jeune, c'est un adolescent, et la constitution qui a été présentement promulguée, je crois au mois d'avril, est taillée sur mesure pour que ce type reste là éternellement jusqu'à la fin de sa vie. Parce que vous vous rappelez, Mobutu disait, il a forgé son nom, Mobutu Seko, et ce qui a été vrai. Chez nous en Swahili, on dit Milena Milele, Mobutu éternel, l'éternel. Et il a été éternel jusqu'à ce qu'il est mort, n'est-ce pas? Donc il a vécu comme il voulait. Celui-ci risque d'être un autre Mobutu, un autre Kabila, c'est. Si nous ne faisons rien. Donc,
Nous avons la charge de notre pays en main, et si nous ne réagissons pas, nous risquons de mourir et de connaître les mêmes affres que nous avons connus sous Mobutu. So, ça c'est l'anglais. Lors de sa fuite, n'est-ce pas, Mobutu a laissé derrière lui une transition presque chaotique face à une opposition congolaise rudimentaire, presque parasitaire, affamée, qui était dépourvue d'idéologie et d'idéal. Ainsi, la transition a tellement duré, Mobutu a récupéré la transition. Jusqu'à sa mort, il a fui, laissant ceux-là qui se disent aujourd'hui opposants, ceci et cela. Nous les avons tous suivis. Tous. J'étais militant de l'IDPS quand j'étais encore à l'université. Nous avons disséminé des lettres de l'IDPS presque partout. Nous avons fait des démonstrations quand nous étions à l'université et il n'y avait pas que l'IDPS à l'époque. Il y a eu, n'est-ce pas, l'émergence de Balou et d'autres petits partis politiques, mais ils n'ont pas eu d'idéal pour nous canaliser. Aujourd'hui, la transition continue et nous ne vivons que dans la transition. Alors, la bipolarisation au pays se situe à ces deux points-là. Ceux qui veulent, il y a deux camps, comme je venais de le dire, les camps de Joseph Kabila et les camps de ces trois formations politiques qui sont devenus nombreux aujourd'hui. Ils ont beaucoup de membres. Le premier camp parle de la prolongation. Nous allons expliquer ça. L'autre camp parle de l'arrêt immédiat, comme cela a été prévu dans les documents historiques, n'est-ce pas, de Sun City. Ceux qui parlent d'aller directement aux élections et ceux qui parlent de l'arrêt immédiat ont une commune convergence quelque part. Quelle est cette commune convergence? Je vais m'expliquer. Le PNC dit ceci. Supposons le 30 juin, il y a concertation, parce qu'il y aura déjà concertation. Ceux qui ont été oubliés dans la gestion de la chose publique pendant ces 5 ans vont dire, bon, écoutez, Binope aussi, Bolimingi, Boti Kanano, Bisope, Tolingi, Togéré. C'est ce que dit les autres vont venir. Ils vont dire, bon, écoutez, c'est le 30 juin ou le 30 juillet, on ne peut pas organiser des élections pendant cette courte période comme ça. Alors, vous avez fait 5 ans, ou presque. Donnez-nous aussi 5 ans pour que nous puissions gérer et nous allons vous montrer que vous avez échoué. Nous allons faire le nécessaire de corriger là où vous avez échoué. Ça sera la prolongation d'une autre transition. Les camps péperdien de Kabila va dire, bah, écoutez, vous n'allez pas quand même nous balayer comme ça d'un revers de la main. Ayons un compromis. Nous allons écarter certains du gouvernement, certaines composantes, et rejoignez-nous. Ainsi, par exemple, on va dire, Yerodia, toi tu n'as pas d'armée, tu peux quitter, tu peux t'écarter. Zaïd Ngoma, toi tu n'as pas d'armée, tu peux t'écarter. Monsieur Etienne Tshisekedi, tu es un des vice-présidents pour continuer à respecter l'esprit de Sun City et de l'accord de Pretoria, de Sun City en fait. On va prendre un ou deux parmi eux, vous êtes des vice-présidents et ça sera la famille 1+4. Il y aura quelque part une convergence d'opinion. Ils vont s'entendre. Pourquoi le PNC dit qu'ils vont s'entendre et que le PNC vous demande de tirer attention? Tous ces gens-là, comme nous l'avons dit, sont des signataires de l'accord de Sun City. Et quand vous regardez, quand vous lisez l'accord de Sun City, très chers compatriotes, il y avait de préalables qu'il fallait accomplir avant qu'on aille aux élections. Les architectes de l'accord de Sun City, les architectes
de la conférence dite dialogue intercongolais n'ont pas été fous. C'est un document historique sur lequel nous devons nous pencher si nous voulons sauver notre pays. Ce document prévoyait 5 objectifs préalables avant qu'on aille aux élections, sans lesquels on ne pouvait pas aller aux élections. Ce n'est pas le PNC qui le dit, moins encore, mais c'est qu'il est qui le dit. Je rappelais les conditions sine qua non, n'est-ce pas, que ces architectes avaient, n'est-ce pas, prévues. Ces conditions sont les suivantes et se résument en ce qu'ils ont appelé les objectifs de la transition. 1. La réunification, la pacification, la reconstruction du pays, la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. C'est l'article 18, quand vous lisez l'accord de San City. Point 2, ou objectif numéro 2, la réconciliation nationale. Le point 3, ou l'objectif 3, la formation d'une armée nationale restructurée et intégrée. Et numéro 4, l'organisation, excusez-moi, juste une minute, c'est dans le préambule, et puis l'organisation, comme dernier point ou objectif, l'organisation des élections libres et transparentes à tous les niveaux, permettant la mise en place d'un régime constitutionnel démocratique. Vous pouvez lire ça en annexe du chapitre 5 du dialogue à fin de l'accord de San City. Très chers compatriotes, à moins que vous me prouviez le contraire, aucun de ces 5 objectifs n'a été atteint. Aucun. Le PNC a ses bases au Kivu. Le PNC a ses représentants partout, presque, en République démocratique du Congo. Surtout si vous allez chez nous, je suis de l'Est, je peux vous cacher ça. Je suis Mourega de Chabunda. Il y a des interarmes partout quand vous allez à l'Est. Les Ougandais sont chez nous, les Burundais sont chez nous, l'infiltration des Rwandais, c'est tous les jours. La transition où le gouvernement de Kinshasa ne contrôle que Kinshasa. On ne contrôle pas les Congos. Les frontières étant tellement poreuses, tout le monde entre comme il veut. On tue les gens comme on veut, on viole nos femmes, on viole nos mamans, nos grands-mères, on viole nos sœurs, nos enfants. Et que dire de tout ce monde qu'on enterre vivant? Que dire de tout ce monde, de tous ces enfants qu'on pile dans les mortiers? Et le gouvernement de Kinshasa ne dit rien, la communauté internationale ne dit rien, les enquêteurs de Amnesty International ont répertorié plus de 5 millions de Congolais morts. Ces gens sont morts par ce parti qui fait contester le pouvoir aujourd'hui, les RCD, qui est un parti terroriste. Ça n'a pas tellement de différence avec Al-Qaïda. Mais il y a des Congolais qui vont derrière les RCD, qui parlent de Ruberwa, Ruberaza congolais, Azali frère en Christ, Bondimaye. Il va même dans les églises pour prêcher, pour parler de la parole divine. Mon Dieu, il n'y a pas de moquerie que ça. Va-t-on réveiller tous ces 5 millions de Congolais qui sont morts avec les élections? Pourquoi doit-on aller aux élections qui ne valent pas la peine? Les sales élections qui ne nous honorent pas. Alors qu'il y a des exemples légion. Dans les pays limitrophes, les élections ont été organisées. Au Congo-Brazzaville, on a chassé même